bonjour à tous. C'est compliqué hein, de faire cet exercice dans des circonstances. Évidemment, on invente. Et comme on le disait tout à l'heure, veuillez excuser les petites imperfections, hein, parce que c'est quand même compliqué pour un prof. Hein, et j'admire tous mes collègues enseignants-chercheurs. Faire des heures et des heures d'enseignement à distance, c'est très compliqué, parce qu'on n'a évidemment pas le même résultat. Alors, il y a juste, tu me demandais, Anne, de réagir très rapidement à ce que j'ai entendu. Moi, ce qui me frappe, hein, c'est ces gens qui disaient tout à l'heure, on a commencé par la sidération. Et je crois que toutes les organisations privées et publiques n'ont jamais été préparées à ce genre de choses. Même si dans le cas d'une collectivité, on a vu qu'il y avait déjà eu du télétravail, même une répétition générale avec la grève, ce qui est quand même intéressant. Hein, mais quand même, personne n'avait imaginé le 15 ou le 16 mars qu'on allait avoir ce type de... Alors moi, j'admire les DRH, que ce soit du secteur public ou du secteur privé. J'en ai rencontré pas mal depuis quelques semaines, quelques mois, en virtuel ou en physique. Je peux vous assurer que s'il y a vraiment une fonction qui a été au boulot, vraiment 100% et même 150%, c'est bien cette fonction RH. Et alors je vous admire parce que vous aviez une super mission. Parce qu'il s'agissait, et plusieurs l'ont dit là, dans cette table ronde, il s'agissait surtout de ne pas perdre les gens. Et pas perdre les collaborateurs et pas perdre les managers. Parce que laisser les managers tout seuls face à une responsabilité qu'ils ne maîtrisaient pas. Hein, combien d'organisations dans vos organisations, vos collectivités, n'avaient jamais imaginé passer en télétravail? C'est absolument incroyable, excusez-moi. Donc en fait, on a un véritable enjeu, évidemment, d'accompagnement, et plusieurs l'ont dit, des managers. Et je crois que là, les managers, surtout les managers, ce que j'appelle de premier niveau, sont absolument essentiels. Je crois que c'est Aude, il me semble, qui parlait de l'importance de la communication. Donc, je dirais, tout est une question de communication. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'organisations, on a découvert les Zooms, les Teams, etc., y compris moi. Hein. Le 15 mars, je n'avais jamais utilisé Zoom. Hein. En 3 mois, j'ai fait quand même 18 webinaires. Et notamment pour le congrès HR, que vous connaissez peut-être comme organisation, parce qu'il a fallu sauver quelque chose au niveau du congrès HR. Donc, il y a des enjeux de communication top-down, il y a des enjeux de communication horizontale. Et puis, ce qui est très extraordinaire, moi, je trouve, dans cette crise, c'est le renouveau, ou la débrouillardise, plutôt, de groupes qui ont créé des groupes WhatsApp. Par exemple, je prends le WhatsApp parce que c'est un mode, effectivement, c'est incroyable ce qui s'est passé. Et puis aussi, on a entendu, il y en a plusieurs qui l'ont dit, on a quand même fait un peu ce que j'appelle du corporate hacking. Alors, qu'est-ce que c'est le corporate hacking? C'est de déroger aux règles. Vous voyez, soyons clairs. Il y a des tas de trucs que vous avez fait, vous avez des initiatives, soit qui venaient d'en haut, soit qui venaient des équipes. C'est ce qui m'intéresse. Et d'ailleurs, dans mon propos un peu plus général, c'est ce que je vais dire. Je pense que cette crise... Il y a des illusions, hein. Vous allez voir, au début je suis un peu cash là, parce que je dis qu'il y a quand même, on a dit beaucoup de choses sur cette crise, et le monde d'après, moi je n'y crois absolument pas au monde d'après. Par contre, qu'il y ait des évolutions, et notamment, je pense, de comportements managériaux, ça me paraît être utile. Et puis, j'ai bien aimé une des dernières interventions, parce que c'était un thème que j'avais publié là, dans la revue Entreprises et Carrières, qui m'a demandé quasiment d'être le seul chroniqueur pendant la période du confinement. Je me suis retrouvé à écrire une chronique par semaine dans un journal qui était publié en ligne, et celle du 30 mars s'appelle « Les héros de l'ombre ». Parce que ce qui m'a frappé, et si ça vous intéresse, je crois que j'ai envoyé à Anne toutes les chroniques, donc ça peut être mis en ligne. Ce qui m'a frappé, c'est le texte de Dominique Méda, ou du moins... qui est une sociologue, qui parlait de cette question de l'utilité sociale des jobs. Or, si vous regardez la vraie hiérarchie des emplois, alors là c'est plutôt le monde privé, ce sont les jobs à utilité économique qui sont valorisés, alors que ceux qui sont à utilité sociale sont en bas de l'échelle. Vous voyez? Et ça interpelle les DRH, parce que ce que vous avez fait dans les collectivités, c'est vrai, ce sont des métiers qui sont totalement invisibles, sauf qu'ils ont été déterminants. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je pense que cette crise, elle peut nous amener à, peut-être pas à renverser complètement la hiérarchie, mais à avoir une façon un petit peu différente de voir ces emplois. Donc, alors, et puis, je vais parler évidemment du digital, du télétravail. Il ne faut pas se leurrer, hein. C'est un outil formidable, mais il ne faut pas se laisser berner par le digital aussi.
Ça fait à peu près 25 ans que je travaille sur l'impact des technologies. Ce qui m'a frappé, je vais vous donner un exemple, c'est tout simplement la question du nomadisme. J'avais une chaire de recherche il y a une vingtaine d'années sur l'impact du nomadisme sur le management, on va dire, sur l'organisation. Eh bien, rappelez-vous le BlackBerry. Vous vous souvenez de l'outil BlackBerry? Un jour, j'ai dit au patron de BlackBerry en France sur Radio Classique, le BlackBerry, c'est l'outil le plus merveilleux, mais aussi le plus pervers que je connaisse. Alors, il n'a pas aimé le deuxième adjectif. Il m'a dit, mais pourquoi vous dites pervers? Et je lui ai dit, mais parce que vous mettez entre les mains de managers autocrates, qui ne sont pas préparés, un outil qui permet de développer leur autocratie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, et là, on vient de parler de la question de la vie personnelle qui est touchée. Dès qu'on a eu des outils nomades, il y a eu un mélange des temps personnels et des temps... vous voyez ce que je veux dire? Tant qu'on avait les plus vieux d'entre nous, dont je fais partie, se souviennent des PC de bureau qui étaient fixes, etc. On ne pouvait pas l'emmener à la maison. Là, dès qu'on a eu des outils nomades, ça a été... Donc c'est un peu tout ça. Hein, et j'aime bien les dernières interventions. Je crois que c'est monsieur qui disait on est un peu pessimiste. Non, je crois qu'il faut raison garder. Il y a eu de très belles choses. Mais malheureusement, il y a aussi des choses qui n'ont pas été. Il faut faire. Je pense que ce que je vais dire, c'est qu'il faut faire. Ce serait intéressant de faire un vrai retour d'expérience. Je pense que c'est ce que vous avez fait parce qu'on apprend autant. Alors, ça va marcher. Alors, post-crise, tu m'avais mis le titre post-crise. Alors moi, je me demande si on est vraiment en post-crise. Quand je vois ça, c'est une statistique d'il y a 2 jours que j'ai pris sur le site du Monde. Et puis en France. Vous avez quand même le cas. D'ailleurs, je crois qu'hier, on a annoncé 13 000 cas. Vous voyez, donc la courbe, elle est... Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est la courbe tout à fait en bas. On espère que c'est le seul truc qu'il faut vraiment surveiller avec les entrées, effectivement, dans les hôpitaux, et puis surtout la courbe qui est tout à fait en bas, c'est de voir quelle va être l'évolution. Donc, il va falloir, quelque part, vivre avec pendant... donc, je ne pense pas qu'on soit en post-crise, on est pendant la crise. Donc, c'est juste un petit point, parce que le titre post-crise... Oui, mais tout ça, c'était pour montrer que les DRH, en fait, quand on a construit ce programme, sont optimistes. Et donc, nous imaginions tenir ce colloque dans cette salle en présentiel. Bien sûr. Voilà. Non, mais ce n'est pas une critique, mais c'est simplement pour rappeler un petit peu les choses. Alors, je commence par parler d'illusion du monde d'après. Attention, encore une fois... Quand je dis ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses qui vont évoluer, que ce soit dans le secteur public, dans les collectivités, y compris avant-hier, j'étais avec les DRH à la Sorbonne, les DRH de l'Éducation nationale, peut-être que certains d'entre vous, et j'ai écouté le ministre Blanquer et son DGRH, il se trouve que j'ai animé une des sessions l'après-midi. Mais c'est intéressant de voir que dans un secteur comme l'éducation nationale, les choses sont en train d'évoluer. Quand on me parle de GRH décentralisé à l'éducation nationale, c'est quand même intéressant. Que ça, c'est pas dans la culture de cette boutique, d'1 million de personnes quand même, hein, par an. 1 million. Hein, c'est la 3e ou 4e organisation au monde, après l'armée chinoise et puis je ne sais plus laquelle. Alors, le télétravail, vous voyez, on a raconté, on a dit pas mal de choses. Télétravail, c'est l'avenir du travail. Je n'y crois absolument pas. Et pourtant, je connais bien les enjeux du télétravail, je les ai analysés depuis 20 ans, 25 ans. J'ai même participé à une première expérience de télétravail. En 1980, j'étais un jeune doctorant, on va dire, je travaillais sur ma première thèse de doctorat et j'étais employé à l'agence de l'informatique à La Défense, qui était une agence publique, comme assistant de recherche. Eh bien, c'était une expérience de télétravail entre Vélizy et La Défense avec un outil télématique qu'on appelait à l'époque, c'était le Minitel. Non, mais ne rigolez pas. Il y avait une expérience de télétravail. Donc, la notion de travail à distance, ce n'est pas une notion très récente. Hein, et il y a 20 ans, dans ces travaux que j'ai faits pour la chaire HEC jusqu'à 2008, on montrait à la fois les bénéfices, la flexibilité que donne cette possibilité de travailler ailleurs qu'au bureau, mais aussi tous les risques. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, pour moi, le télétravail, quand je vois Peugeot annoncer début mai que toutes les fonctions support et toutes les fonctions non productives sont en télétravail, c'est la plus grande bêtise, et là je suis poli, que j'ai pu entendre. Parce que vous avez sur le plan RH, absolument un enjeu qui est de préserver le lien social. Donc, un télétravail mesuré, et comme vous l'avez dit, un mélange entre du présentiel
et du distanciel, oui, ça va être sans doute l'avenir dans beaucoup d'organisations. Et la difficulté pour les RH, c'est de gérer cet équilibre. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, le digital est la panacée. Il nous a beaucoup aidé pendant cette crise, indéniablement. On n'aurait pas eu les solutions digitales que vous avez tous utilisées. Mais de croire que le digital, c'est le monde de demain, je pense que c'est très dangereux. Très dangereux. Hein. Et vous voyez, le digital, pour moi, n'a toujours été qu'une condition nécessaire. Ça n'a jamais été une condition suffisante. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver des moments où on fait réunir les gens. C'est-à-dire les visios sont formidables. Là, le fait qu'on ait, je ne sais pas combien de personnes, une centaine peut-être de personnes en ligne, c'est formidable parce que les personnes ne pouvaient pas venir. Mais en même temps, il ne se passe pas la même chose. Ce n'est pas la même émotion. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça qui est important. Ce qui se passe dans une salle de cours, vous le savez très bien. Moi, pendant 35 ans, j'ai fait de l'enseignement. Oui, je suis à la retraite HEC, en fait. Je suis émérite, mais je suis un peu actif. Ce n'est pas du tout la même chose que ces cours en ligne que font mes collègues. Donc, on a un vrai sujet. Ensuite, c'est la fin de la hiérarchie. On a entendu... Il y a eu beaucoup d'initiatives, je vais le montrer, mais de croire que le monde de demain, c'est la fin du command and control, ce qu'on appelle, c'est un leurre aussi. Par contre, que les entreprises, que les organisations, que les secteurs publics et privés apprennent et aient appris dans cette crise, je pense qu'il y a un travail à faire, effectivement un vrai travail, je dirais, de réflexion sur qu'est-ce que c'est un manager. Dans un monde qui va être évidemment de plus en plus VUCA, c'est le terme, vous savez, ambigu, etc., incertain. Et je veux dire, mais ça, c'est véritablement c'est un travail de longue haleine. Une RH d'une grosse entreprise du CAC 40 la semaine dernière dans un webinaire que j'ai animé a réagi en disant oui, mais nos managers ont été effectivement relativement moins command and control pendant la période évidemment de télétravail, etc. Mais vous les ramenez à la maison, ils redeviennent un peu, vous voyez ce que je veux dire, le chasser le naturel, il revient au galop. Donc je pense qu'il y a quand même du travail. Et puis, bon, les priorités données aux enjeux sociaux et environnementaux, c'est pas que je n'y crois pas. Bien sûr qu'il va y avoir une tendance, mais de dire que c'est le Graal de demain, je n'y crois pas non plus, même si on a un enjeu très fort d'évolution, évidemment, des mentalités vers notamment la prise en compte de la transition climatique. Et puis le dernier point, c'est le retour du local. Si vous interrogez, par exemple, aujourd'hui Carrefour, moi je connais très bien le DGRH de Carrefour, eh bien, il disait qu'effectivement, pendant la période de confinement, il y avait eu une propension des clients à aller vers le local, mais malheureusement, dès que ça a été plus ouvert, évidemment, tout le monde est revenu. Alors, donc, je veux dire, c'est quand même trouver un juste équilibre. Là, je suis un peu provocateur. Alors, je vous fais juste un tout petit cours, ultra rapide de management. Le management, finalement, c'est un ensemble de grands noms, de grandes théories. Alors, c'est Taylor, Fayol et Weber. Alors, en haut, c'est des noms du début du siècle dernier, quand même. Hein. Alors, je vous signale que le principe taylorien, tout le monde... C'est ce qui est très curieux. Taylor, quand je pose la question, qu'est-ce que c'est le principe taylorien? Tout le monde me dit la division du travail. Et souvent, je dis, mais vous savez que ce n'est même pas une innovation taylorienne, parce que Adam Smith, en 1776, dans la fabrique d'épingles, parlait déjà de la division du travail. Alors, qu'est-ce que c'est l'innovation taylorienne? Eh bien, c'est la première fois dans le monde industriel la distinction entre ceux qui conçoivent et ceux qui exécutent. Je ne sais pas si vous voyez cette distinction. C'est ce que j'appelle la division verticale du travail. Et cette division verticale du travail n'a évidemment pas disparu. Et même le digital a pu l'amplifier. Quand on voit tout l'impact ou tous les enjeux de l'intelligence artificielle aujourd'hui, il y a un certain nombre de métiers dont le rôle de conception est approprié par la machine. Qu'est-ce que vont faire vous voyez, je pense au métier de radiologue que tout le monde a en tête. Eh bien, évidemment, les outils d'intelligence artificielle font une analyse bien plus fine des clichés de radiologie. Qu'est-ce que va faire le radiologue? Je pense que le radiologue a un enjeu clé, évidemment, de relation avec son patient. Je ne pense pas qu'une machine puisse annoncer un cancer du pancréas à quelqu'un juste par un mail. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est alors, évidemment, les autres noms, c'est les gens qui ont parlé de motivation. Alors, il y a le célèbre Maslow, la hiérarchie de Maslow. Et puis après, il y a des gens là-haut, à droite, qui ont parlé d'adaptation. Et ça, c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'on a commencé à prendre en compte l'environnement.
Vous voyez, les facteurs de l'environnement, parce qu'avant, on était dans un monde fermé. Et puis en bas, c'est la période la plus récente, c'est la responsabilisation, avec des noms que peut-être que vous connaissez. Il y a un nom au milieu, là, Nayar. Nayar, c'est un dirigeant indien qui a écrit un livre, il y a 10 ans, extraordinaire, qui s'appelle « Employé d'abord, client ensuite ». Et employé d'abord, client ensuite, ne veut pas dire que les clients ne sont pas importants, mais ils sont tellement importants qu'il faut mettre en avant les employés dans la zone de valeur. Vous voyez ? Et d'ailleurs, dans beaucoup d'organisations, dans les vôtres, on parle de symétrie des attentions. Hein, ça doit être un terme que vous avez utilisé et que vous utilisez. Alors pour moi, la crise, c'est un mouvement, effectivement. Je pense qu'on a été forcé, de quelque part, de basculer un peu plus vers la responsabilisation. Et puis, un autre petit modèle, c'est les cultures. Vous savez, une culture... Et regardez vos propres collectivités, où est-ce que vous êtes. C'est d'abord une bureaucratie. Alors effectivement, dans le secteur public, on a tendance à dire, nous qui, vous voyez, qui voyons souvent les choses de l'extérieur, vous l'avez dit, c'est l'image du secteur public, ce ne sont que des bureaucraties. Non, moi je dirais qu'il y a aussi des éléments de clan. Et le clan, c'est une culture très familiale, très collective. Si vous avez par exemple des agents qui sont très fiers, vous voyez ce que je veux dire, la notion de fierté, c'est souvent lié à des entreprises claniques. Et ça, c'est les entreprises familiales, elles peuvent être petites ou grandes, ou les organisations. Ensuite, il y a eu un basculement vers ce que j'appelle le marché. Et le marché, c'est performance, performance, performance. Dans vos collectivités, j'imagine que cette culture de la performance est arrivée, on pourrait dire, il y a à peu près 10, 15, 20 ans peut-être. Ouais, c'est ça à peu près, j'allais dire les années 2000, on va dire. C'est bien ça. Eh bien, cette culture de la performance qui arrive, entre guillemets, dans le secteur public, ça veut dire c'est plus ancien dans le secteur privé, mais c'est quand même performance, performance, performance. Et puis la dernière, le mot, peut-être vous l'avez jamais eu, ce mot bizarre, adhocratie. En fait, c'est un certain Mintzberg, qui l'a proposé, Henri Mintzberg, qui est un grand penseur, un grand théoricien du management, un Canadien anglophone, mais il parle bien français, et il est aujourd'hui émérite, il est aujourd'hui à la retraite. Il avait inventé ce mot à la fin des années 70. Adhocratie, c'est quoi? C'est une culture de l'innovation, du changement, etc. Alors vous voyez, moi ce qui me frappe, c'est qu'on est un mélange des quatre. Et je suis sûr, si vous regardez vos collectivités, je suis sûr que vous avez des poches d'adhocratie, des gens qui font des trucs extraordinaires, hein, vous voyez, et qui sont très innovants. Vous pouvez avoir effectivement peut-être une proportion plus importante de bureaucrates, entre guillemets. Et puis, il y a la culture de la performance qui a été plus marquée. Eh bien, moi, ce qui me semble dans cette crise, c'est évidemment qu'elle a tendance à pousser vers l'adhocratie. Parce qu'on n'a pas pu faire autrement. Pendant 2 mois, des agents, des personnels totalement livrés à eux-mêmes d'une certaine façon, trouvant des solutions, des équipes, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on ne pouvait pas toujours demander le droit d'eux. Hein, ce que j'ai appelé le corporate hacking, à mon avis, ça a été un temps, et c'est toujours un temps, où les agents demandaient finalement, et en plus ça a marché. Et on va voir qu'il y a des cas. Alors, oulala, c'est joli, hein? Alors, là, il y a Johan qui va me gronder, parce qu'il y a première ligne, je dis le statut comme seule source d'autorité. J'entends pas ici, je ne parle pas du statut au sens... c'est le job, c'est l'intitulé d'une fonction, voilà, le statut. C'est ce que je dis, c'est que, à mon avis, ce qu'on pourrait imaginer, alors c'est vrai qu'il y a certaines choses qui peuvent s'appliquer plus ou moins facilement. Par exemple, même le mode de management command and control que j'ai mis à la deuxième ligne, je pense qu'effectivement, le monde de demain, et d'ailleurs les jeunes générations acceptent de moins en moins ce style de management. Il faut être clair. Et d'ailleurs, si vous leur imposez ce style de management, dans beaucoup de secteurs, ils votent avec leurs pieds. Hein, surtout les meilleurs. Le problème, c'est que les entreprises, les organisations perdent les meilleurs. C'est un peu gênant. Le cohérence discours et acte. Et ça, c'est vrai partout. Hein, c'est privé et public. Alors, je peux vous assurer, hein, il y a le cas d'une entreprise aujourd'hui, et là, je suis sérieux, qui voulait que je les aide un peu à évoluer, et je leur demande simplement de mettre les 100 premiers dirigeants dans le mouvement. Et ils refusent. Je ne sais pas si vous voyez. Ils refusent, parce que les 100 premiers dirigeants, évidemment, n'ont pas besoin d'être formés ou convaincus. C'est scandaleux.
Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, l'exemple vient d'en haut. Je suis désolé. Hein, comme le dit le proverbe chinois ou japonais, un poisson, ça pourrit par la tête. Hein, on l'a entendu. Ou un escalier, ça se balaye par en haut. Donc, si vous voulez, il y a vraiment des choses. Le déficit de transparence, j'ai bien aimé ce que vous avez dit sur la communication. Les gens, les agents, attendent beaucoup plus de transparence et de communication, etc. Les injonctions paradoxales, le manque d'équité dans la reconnaissance des personnes. L'équité, hein, en RH, c'est un vieux concept, c'est une théorie de la motivation qu'on ne cite jamais. C'est un certain Adams, en 65 pour être précis. Dans un seul article, il dit, à mon avis, l'essentiel de ce qu'il faut savoir en RH. Un seul article. Hein. Et il dit simplement, les gens sont motivés quand on arrive à équilibrer, à avoir le ratio rétribution-contribution à peu près équilibré. Et surtout lorsque les agents se comparent à quelqu'un d'autre. On se compare toujours à quelqu'un. Et quand on voit que quelqu'un est promu plus rapidement ou a je sais pas, un bonus ou une prime plus importante alors que cette personne a fait 2 fois moins, je ne sais pas si vous voyez le sentiment d'inéquité. Hein, le problème de l'équité, c'est que ce n'est pas forcément de l'égalité. Et d'ailleurs, en France, on confond les deux. Hein, dans le monde anglo-saxon, c'est très clair, indifférent. Et puis, toute forme de harcèlement, etc. Donc, en fait, et le refus de changer soi-même avant d'attendre le changement des autres. Ça s'adresse surtout aux patrons. Hein, parce que quand on parle de changement, souvent, c'est ils vont changer. Mais la question, c'est... Alors, j'ai quelques propositions. Encore une fois, hein, c'est simplement je dirais, je n'ai pas l'ambition de dire que c'est véritablement ce qui devrait se passer. Il y a quelques idées, quelques suggestions. Par exemple, quand je parle acteurs de stratégie d'organisation plus inclusive, c'est finalement toutes vos collectivités sont des entités plus ou moins importantes, hein, parce qu'il peut y avoir des... Quelle est la plus grosse collectivité? Je n'ai aucune idée. Ça peut être jusqu'à 50 000, 100 000 salariés 100 000... C'est Paris la plus grosse? Plus de 40 000. Mais là, vous avez des collectivités qui peuvent atteindre plusieurs milliers, on est bien d'accord. Donc ce sont des organisations. Je pense que vous avez ce que j'appelle quand même une forme de stratégie. Hein, vers où va la collectivité, vers où... et donc on a une question par exemple sur la raison d'être. Je ne sais pas si c'est un sujet qui est un sujet pour vous. C'est un sujet de plus en plus important pour des entreprises privées. Mais peut-être que la question de la raison d'être peut être, je veux dire, posée et peut varier, évidemment, d'une collectivité à une autre. Vous voyez, je dis bien la transition climatique, même si je ne crois pas au monde d'après en disant que tout va se passer. Il y a, à mon avis, et je vois des décisions de collectivités, et surtout celles qui ont maintenant je parle des mairies qui ont été prises, des grandes mairies qui ont été prises par les candidats écologistes, eh bien, il y a certainement des décisions qui vont être sévères. Hein. Dans certaines, d'ailleurs, je ne sais plus, il y a eu un débat autour. Alors, c'était les matchs de foot ou c'était autre chose? Je ne sais plus ce qui s'était passé. Je crois que c'est à Lyon qu'il y a eu. Bon, les collaborateurs. Je pense que là, si cette crise pouvait nous servir, c'est que vous avez vu des choses formidables émerger des collaborateurs. Et je pense qu'il y a possibilité de faire appel à ce que Émile Servan-Schreiber, dans un livre que je trouve formidable, qui s'appelle Super Collectif, il appelle l'intelligence des foules. Hein, et dans ce livre, d'ailleurs, il démontre que lorsque vous demandez à une foule un avis sur un sujet, évidemment, il y a beaucoup d'erreurs, mais à la moyenne, le résultat est supérieur aux experts. C'est quand même intéressant. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, évidemment, on peut rêver, mais ce que je veux dire par là, c'est que certainement, il y a intérêt à intégrer quelque part les collaborateurs, les agents. Et puis, l'identification de nouveaux services, c'est l'exemple de Nayar que j'ai cité. Hein, qui d'ailleurs, je précise un mot sur Nayar. Nayar a quitté son entreprise en 2013, hein, après 8 ans de rénovation, de révolution. Et ce monsieur fait un truc extraordinaire aujourd'hui. Il est malade, tout simplement. Il a une maladie handicapante. Il a décidé de quitter le poste de PDG et en fait, il dirige une fondation en Inde avec sa femme qui s'appelle la Sampark Foundation, dont le rôle est de faire l'éducation de base en anglais et en maths, ou d'aider à faire l'éducation de base en anglais et en maths de millions d'élèves indiens, de jeunes élèves indiens en maths, donc en anglais et en maths. Et en fait, le résultat, c'est qu'il atteint aujourd'hui plus de 8 millions d'élèves. Je ne sais pas si vous voyez. Et son objectif, c'est 25 millions d'élèves sur 2 compétences de base. En fournissant une aide aux maîtres
d'écoles, parce que c'est au niveau, dans des villages où il n'y a ni eau, ni électricité, etc. Des villages très très reculés. Évidemment, ce n'est pas ni à Bombay, ni à Delhi, mais c'est véritablement, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, voilà quelqu'un qui continue. Il nous l'a dit la dernière fois quand il est venu en France le 6 février. J'animais deux conférences avec lui. C'était, finalement, il utilise le même principe. Il fait confiance aux maîtres et il faut travailler avec des maîtres d'école qui ne sont pas ses salariés en plus. C'est encore plus compliqué parce que ce ne sont pas ses salariés. Alors, les enjeux prioritaires pour la DRH, et ça, là, on est un peu plus concret. Je crois que ce qui est là-dessus, sur ce slide, vous parle, parce que, par exemple, le bien-être physique et mental, hein, la remarque tout à l'heure sur la santé mentale, je pense que c'est absolument clé, hein, parce que rien n'est plus inégalitaire que la situation de télétravail. Oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Rien n'est plus inégalitaire que la situation de télétravail. Vous vous rendez compte? C'est facile de gloser sur le télétravail quand on a une maison en grande banlieue ou en banlieue, etc., et avoir un grand jardin, 5 chambres, 5 pièces. Quand on est coincé dans un 2 pièces au centre de Paris, avec 3 enfants, etc., et peu d'ordinateurs, hein, très peu. Donc vous voyez ce que je veux dire, il faut être prudent. Et c'est là où le télétravail, pour moi, n'est pas l'avenir. Réduire des fractures. Alors, je ne sais pas comment vous avez géré ces 3 groupes, les premières lignes, télétravail et chômage partiel. Est-ce qu'il y a eu du chômage partiel dans les collectivités? Ça n'a pas été une situation. Hein. D'accord. Mais... Comment vous dites? Ah d'accord. Les vacataires se sont retrouvés un peu dans cette situation. Donc, vous avez un peu connu les 3 catégories. D'accord. Oui. D'accord. D'accord. La dame dit on a maintenu la rémunération des vacataires. Hein. Alors, ensuite, évidemment... Oui, ça dépend des collectivités. Ce sont des choix politiques qui ont pu être pris ou pas par des collectivités. Absolument. De maintenir Toutes les collectivités n'ont pas forcément maintenu la rémunération des vacataires, mais ça, la plupart d'entre elles, je pense, l'ont fait. Vous verrez, je parle juste après de la solidarité. Et dans la solidarité, c'est précisément les questions des rémunérations que j'évoque. Ensuite, il y a d'autres choses, les retours d'expérience que j'ai évoqués. Je pense qu'il y a quelque chose que vous devez faire un peu comme on vient de le faire, là, à la table ronde, faire des retours d'expérience et apprendre, évidemment, de ce qu'on a vécu. Accompagner les managers, vous voyez, vous l'avez dit, il n'y a pas... revitaliser la dynamique collective, hein, parce que je pense que, évidemment, si le télétravail se généralise, c'est-à-dire devient une sorte de norme, il va falloir amener le collectif à se retrouver quelque part. Donc là, il y a quelque chose à faire à assez court terme. Et puis, repenser l'organisation en termes de lieux et d'espace. Je ne sais pas si vous avez envisagé de réduire la taille de certains bureaux. C'est ce que disent aujourd'hui les entreprises. Moi, j'avais observé dans mes études il y a 10 ans, sur le nomadisme, que toutes les entreprises qui avaient commencé à faire vraiment du télétravail ou du travail nomade envisageaient, pour AXA par exemple, près de 20% d'économie de bureaux. Je ne sais pas si vous voyez. Donc la question que vous pouvez vous poser, c'est effectivement comment on fait. Alors ensuite, à plus long terme, et là j'ai mis post-crise, vous voyez, j'ai mis sur le haut du slide post-crise. Donc je dirais que on est déjà dans une dynamique 2021 peut-être et 2022, on croise les doigts. Évidemment les emplois. Alors c'est peut-être moins vrai dans le secteur public, dans le monde des collectivités, mais alors dans le secteur privé, c'est un vrai enjeu. Et c'est peut-être d'ailleurs un renouveau, je ne l'ai pas mis, un renouveau de la GPEC. Vous voyez, on a beaucoup critiqué la GPEC, hein, parce que ça a été des usines à gaz. Je suppose que vous avez mis en place de la GPEC dans les collectivités. La vraie question, c'est redonner un peu une lettre de noblesse à une pratique qui, pour moi, est essentielle. Penser en termes d'évolution des emplois et voir un peu les ressources qu'on a, essayer de les adapter, hein, ça paraît être un enjeu absolument déterminant. Hein. Bon, après, c'est des histoires de télétravail. Hein, attention, le télétravail, pour moi, a été appris. Vous savez que plus de 60% des organisations en France, même certains disent les 3/4, n'ont jamais fait l'expérience de télétravail. Et ce n'est pas parce que les outils n'étaient pas disponibles, les outils étaient disponibles. Hein, je vous ai dit, les premiers outils, c'est il y a 40 ans. Donc là, depuis une vingtaine d'années qu'on a des outils nomades, on pouvait faire du télétravail. La vraie question, c'est l'organisation, la culture, le management. Hein, on veut contrôler.
D'autres choses, vous voyez, les relations avec les partenaires sociaux, et je ne l'ai pas dit parce que Jean en a parlé, hein, mais je pense, et j'ai eu des cas d'entreprise, avec des choses étonnantes, ce que j'appelle, vous voyez, dans une dynamique de respect, de solidarité. Voilà. Là, on a affaire à une situation absolument imprévisible, on se serre le coude, mais peut-être qu'on peut apprendre. Et à devenir un peu plus germanique. Excusez-moi de faire la comparaison. C'est vrai que l'Allemagne, historiquement, a été une culture, et les pays du Nord, une culture, je ne dirais pas de collaboration, parce que le mot collaboration en France est un lourdement marqué, mais un peu d'écoute, etc. Vous voyez ce que je veux dire, on fait un peu ensemble. Hein. Et je vais en parler. Il y a eu des cas étonnants, effectivement, de solutions. Donc on apprend à travailler différemment. L'utilité sociale, je vous l'ai déjà dit. Moi, ce qui me semble aussi, je ne sais pas si... ce que j'appelle les talents insoupçonnés. Je pense qu'il y a des gens qui se sont révélés, qu'on a voyé. Il y avait des joyaux dans vos organisations. Et la vraie question, c'est qu'est-ce que c'est un talent? Ça pose la question du talent. Donc en fait, quand je dis ces éléments pour gérer les carrières et la mobilité, bah oui, je pense qu'il va falloir aussi repenser peut-être nos systèmes de gestion de carrière. Et puis, last but not the least, hein, les dispositifs de formation. Alors, vous l'avez dit, vous avez formé à distance, vous avez mis en place des cellules d'accompagnement des managers. Oui, nous sommes tous interpellés. Maintenant, de croire que la formation de demain sera uniquement digitale, c'est aussi un leurre. Parce que dans un moment de formation, surtout lorsqu'il ne s'agit pas de formation technique, bien sûr, c'est encore une évidence ce que je vais dire, dès que vous avez quelque chose qui touche évidemment à ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, hein, toutes ces compétences douces, c'est-à-dire managériales, bah, je pense que, bien sûr, le digital peut être un facilitateur, mais je ne crois absolument pas. Je pense que ce qui se passe dans une salle de formation, pour l'avoir vécu moi-même, hein, il y a 20 ans, les profs que j'étais avaient très peur du e-learning. On s'est dit, ça y est, on va disparaître. Et en fait, on n'a jamais disparu. Parce que ce qui se passe dans les salles de séminaire, etc., ce qui est plus important, c'est ce qui se passe à la machine à café. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas y aller. Machine à café ou en dehors, si vous voulez. Hein. J'ai encore combien de temps? 5 minutes. 5 minutes. Bon, la solidarité. C'est ce que je disais, la solidarité. Je pense qu'il y a eu des mouvements extraordinaires. Hein. Alors, je parle d'entreprise, là, mais je suis sûr que j'aurais pu récupérer des cas de solidarité que vous avez mis en œuvre dans vos collectivités locales. Vous voyez ce que je veux dire? Des gens, vous avez dit, il y a des gens qui se sont mobilisés alors qu'on ne les attendait pas. Donc ça, c'est pour moi important. Et je pense que ça peut s'inscrire dans une démarche RSE, vous voyez, par des actions concrètes. Par exemple, vous avez des fournisseurs, vos collectivités, peut-être les amener à être un peu plus conscients de leur empreinte écologique, l'amélioration des services aux clients, j'ai mis entre guillemets les clients. Ben, vous avez des clients hein, de toute nature dans les collectivités, donc il y a sans doute quelque part je dirais une réflexion à faire. Bon, les rémunérations, etc. Hein, donc, alors je voulais juste citer l'exemple d'une entreprise dont vous avez sans doute entendu parler, qui a reversé 100 millions d'euros à ses sociétaires. En avril, je suis un de ces sociétaires et j'ai touché 68 euros. Les 68 euros que j'ai reçus, la possibilité, c'était soit de les garder sur mon compte, soit de reverser à 3 associations qui avaient été ciblées. Et le directeur général de la Maïf, avec lequel on a eu un déjeuner il y a une quinzaine de jours avec une vingtaine de DRH, disait qu'il y avait à peu près 30% des gens qui avaient décidé de reverser. 70% de ces sociétaires ont décidé de reverser. Mais attention, il n'était pas critique parce qu'il disait qu'il y avait peut-être parmi les 70% des gens qui avaient reversé à d'autres. D'accord? Donc, voilà. Très rapidement, bon, la transformation des organisations, je pense que effectivement, vous pouvez être aussi à l'origine d'une réflexion sur la transformation, sur la façon dont on fonctionne, quelque part. Hein. Vous avez eu des collaborateurs, des agents qui ont fonctionné en autonomie. Il y a des exemples. Alors, le Décathlon, là, j'ai mis le petit masque Décathlon, qui est bien connu. C'est très intéressant. C'est venu d'une équipe soignante italienne qui a travaillé avec une start-up. Ils ont fait l'adaptation. Et après, Décathlon s'est rendu compte de l'importance de ce masque. J'ai une fille qui est numéro 2 d'un magasin à Marseille, qui est la directrice adjointe du grand magasin de Décathlon, et qui me disait en avril, on a tout bloqué.
C'est-à-dire que tous les masques Easy Breath, la production et surtout la vente plutôt, étaient totalement bloqués parce qu'on pouvait déjà faire du click and collect à l'époque. Voyez. Et ce qui s'est passé, c'est que Decathlon s'est rendu compte d'une innovation qui venait. Alors c'est une innovation qui vient de l'extérieur, mais on pourrait imaginer des tas d'idées qui viennent de collaborateurs. Je vous ai parlé du corporate hacking. Hein, et puis alors il y a un point quand même qui est important, aider les managers à faire le deuil de leurs pratiques antérieures. C'est pas facile quand on a été manager pendant 30 ou 40 ans presque dans un mode de management et de demander aux managers de réellement changer, c'est les mettre à risque. Hein, c'est-à-dire quelle est la crédibilité. Donc là, il y a un sacré travail. Et je voulais juste vous citer un livre qui vient de sortir, qui est en anglais mais qui va être en français. Je croise les doigts parce que je suis en train d'essayer de le faire traduire et d'avoir. C'est un livre qui s'appelle Humanocracy. Il est en anglais, c'est Gary Hamel qui est connu. Et vous savez ce qu'il dit? Alors, c'est une critique de la bureaucratie. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que la bureaucratie, c'est pas le sens qu'on donne ici en France. La bureaucratie, c'est toute forme d'organisation, et surtout il attaque des entreprises privées, d'ailleurs, dans son livre, qui ont mis en place des tas de systèmes rigides, de règles, de reporting, etc. Et en fait, c'est une critique de ce mode de fonctionnement. Je vous signale qu'on a un sociologue français qui s'appelle François Dupuis, qui avait écrit des bouquins Lost in Management. Il en a écrit 2, et le 3e est sorti hier. Il y a un 3e il y a un tout nouveau. Je termine, c'est presque terminé. Bon, oui, j'ai juste fait un petit clin d'œil. Moi, ce qui me semble vrai, c'est que la notion de frugalité, elle va devenir, à mon avis, un peu plus importante dans nos organisations. Avec moins de moyens, il va falloir faire au moins. Hein. La frugalité, ce n'est pas l'ascétisme. Hein, et par exemple, ce qui m'a frappé, j'ai fait un webinaire avec le président du groupe SOS en juin, et j'ai été le voir lui et son assistant, et son chef de cabinet. Je suis arrivé dans le groupe SOS, je ne rigole pas, dans un siège d'une entreprise de 18 000 personnes, c'était dans le 11e. Il y avait dans le hall, il y avait des milliers de cartons, il y avait des trucs, c'était jusqu'en haut, c'était tous des cartons, effectivement, de gel, de masques, etc. Et j'ai posé la question de la frugalité, il disait, mais c'est un mode de vie depuis qu'on a créé SOS. 18 000 personnes, quand même. Pas mal, hein. Et la bienveillance, je crois qu'on a un certain nombre de facteurs qui nous laissent croire que ce qui s'est passé dans la crise a quelque part développé, j'allais dire heureusement, un peu des attitudes de bienveillance. C'est ce que dit un des ouvrages qui est en bas, là, Autissier. C'est un ouvrage sur la crise de la Covid-19. Et il y a des témoignages d'entreprises, d'organisations. Et d'ailleurs, il y a des organisations publiques, il y a même des collectivités. Je pense à 2 mairies, je crois, qui sont dans le livre de mémoire. Et vous avez effectivement des témoignages qui parlent de bienveillance. Enfin, bon, DRH et RSE, je pense que je l'avais déjà un peu dit, c'est une équation gagnante. Si vous avez quelque chose à jouer au niveau des collectivités, c'est évidemment quelque chose au niveau de cette responsabilité sociétale. Et en matière RH, il y a des actions, hein, il y a la prise de conscience, sur l'aspect de formation, de sensibilisation, et puis même les process RH, il ne faut pas les oublier. À mon avis, les processus RH doivent être aussi interpellés. Si on veut vraiment faire de la transition climatique, il y a aussi peut-être à s'interroger. Et puis, vous voyez le livre de Demurger, qui est le patron de la Maïf, en bas. Voilà, je crois que c'est tout. J'ai peut-être... Ah oui, dans les CODIR, je vais quand même faire un petit clin d'œil, tu m'avais dit, les CODIR, vous avez tous plus ou moins des CODIR, des comités de direction, je ne sais pas comment vous les appelez. Je pense que là, avec cette crise, ils ont redécouvert peut-être l'importance de l'humain. Et la vraie question, c'est comment ça peut devenir un peu plus pérenne. Il y a des raisons pour lesquelles, dans beaucoup d'organisations, il n'y a pas une vraie présence, par exemple, moins valorisée que d'autres fonctions, un lien très faible avec la stratégie, et puis surtout, en RH, une difficulté à montrer qu'on crée de la valeur. Vous voyez, ce qui est plus facile à faire, et notamment, il y a un problème dans la fonction RH que je n'ai pas mis, c'est la question de la data, des données. Et c'est vrai qu'on a besoin de plus. Voilà. Et on peut favoriser quelques postures. Moi, je pense que les DRH, voilà. Quelques remarques très... Alors, juste un mot sur MBWA, c'est le 6e ou le 7e. Hein, je pense que cette crise, quand je dis, elle peut amener les gens à réagir un peu différemment. MBWA, c'est la proximité. Et vous savez, c'est Hewlett-Packard, il y a 30 ans, ça s'appelait le HP Way, qui disait
Management by wandering around. Ça veut dire le management par la promenade. Et je pense que les RH ont à apprendre, parce que je trouve que souvent les RH sont un petit peu dans, je dirais, hors du terrain, on va dire. Je pense que les RH doivent aller voir, doivent faire du MBWA. Mais c'est vrai pour les managers. Voilà. Je peux finir par la dernière page de pub ? Bien sûr. Voilà. Alors, les deux ouvrages à droite et à gauche, c'est deux petits ouvrages qui ont été proposés par le premier auteur, s'appelle David Autissier. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'il fait une réunion la semaine prochaine dans cette salle. Dans une semaine, jour pour jour, il y a un événement dans cette salle. C'est un événement des chaires ESSEC de innovation managériale et de changement. Et il nous a proposé à Jean-Marie Peretti, que vous devez connaître aussi, et à moi-même, de l'aider à faire ces deux petits bouquins qui sont surtout intéressants parce que ce sont des témoignages d'entreprise. Pendant le confinement, le premier, là, celui qui s'appelle Changement de crise, et l'autre qui vient de sortir là, début septembre, Trajectoire de crise, c'est ce qui s'est passé après le confinement. Donc ça vaut peut-être le coup de prendre quelques cas là-dedans. Et au milieu, je vous ai mis les deux autres auxquels j'ai participé. L'IA au service des RH, c'est un bouquin qui parle de l'intelligence artificielle. Je n'ai pas fait grand-chose, sinon que j'ai un tout petit peu mis en ordre des textes provenant d'une quarantaine d'auteurs. Il a fallu que je coupe, parce qu'il y avait trop on va dire, trop de signes. Il a fallu quasiment diviser par deux les textes. C'est compliqué de dire à des auteurs qui ont beaucoup bossé. Je sais pas, et on a mis en forme un peu le livre avec le premier auteur qui s'appelle Michel Barabet. Et le dernier, là, je suis un peu plus impliqué, un tiers du livre sur le management par la confiance. Avec des témoignages de patrons. Voilà. Merci infiniment. Je pense qu'on peut applaudir, même si nous ne sommes pas très nombreux sur cette... Alors, justement, c'était un peu ma première remarque et question avant de laisser la parole à nos participants. Pour ceux qui sont en ligne, effectivement, nous sommes une petite trentaine, donc effectivement, dans le respect de toutes les normes de sécurité possibles, c'est la question de la confiance. Il y a quelques années, Johan devait être tout jeune président de l'association des DRH des grandes collectivités. Nous avions imaginé un colloque sur la question du travail et on avait invité une des co-autrices d'un ouvrage publié par l'Institut Montaigne et qui s'appelait Et la confiance bordel. Oui, je la connais, c'est Sophie Vernet. Exactement. Oui, voilà. je la connais et donc un certain nombre d'auteurs avaient disserté sur les questions de la confiance, alors entre les managers, avec les directions générales, avec les représentants du personnel, bien sûr, et faisant tous le constat que la confiance n'était pas la caractéristique première des organisations françaises. Voilà. Alors que d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, étaient davantage sur cette modalité, on va dire, de travail. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, cette question de la confiance, puisque les uns et les autres, les agents ont été amenés à demeurer chez eux, interdiction de sortir, est-ce que finalement, est-ce qu'on a pu franchir un pas vers la confiance, et est-ce que le fait que finalement ça a marché, finalement ça a tourné, alors au prix fort, je dirais, pour les DRH, je suis bien consciente qu'effectivement il y a eu un investissement énorme de la part d'un certain nombre de services, les DSI, les DRH, et pas que, mais est-ce que finalement cette confiance elle a pu évoluer, et est-ce que ce ne serait pas un des bénéfices du confinement et de cette situation en post-crise, enfin en post-crise, crise. Alors, je vais te répondre, je ne vais pas résumer le livre, parce que sur les deux premiers chapitres qui sont un peu plus longs, on a disserté sur à la fois ce qui fait l'intérêt de la confiance, on l'a appelé le business case de la confiance, pourquoi la confiance est absolument indispensable au fonctionnement de nos organisations aujourd'hui. Ouais. Et le deuxième chapitre auquel j'ai un tout petit peu plus participé, c'est ce qui détruit la confiance. Un certain nombre de facteurs. Bon. Donc, si tu veux, c'est pas facile, c'est jamais acquis. Le problème de la confiance, c'est qu'il y a un lâcher-prise de la part du manager. C'est véritablement, il y a des gens comme Ricoeur qui en parlent, et je pense à un collègue d'HSC qui est un fan de Ricoeur, et qui parle de Aufheben, c'est-à-dire, en fait, on lâche complètement. Et en France, tu vois, le problème qu'on a dans notre culture
latine, française, c'est qu'il y a quelque chose qui caractérise et qui avait été observé par des gens qui travaillaient sur les cultures nationales. Je pense à Hofstede, c'est un Hollandais qui avait fait une étude il y a 20-25 ans, déjà une vieille étude. Mais il y a un des critères qui décrit les cultures nationales qui est l'attitude face au risque. L'attitude face au risque. Et nous sommes parmi les plus mauvais en Europe par rapport à cette attitude. C'est-à-dire qu'on ne veut pas prendre de risques. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. L'aversion au risque, alors que tu viens de dire les anglo-saxons, etc. Dans le monde anglo-saxon, et pas partout, encore une fois, on a une proportion beaucoup plus facile. Donc, si j'avais à faire un critère, c'est cette difficulté qu'on a en France, j'allais dire, de lâcher prise, quelque part. Et ça, c'est pas facile, parce qu'il y a eu à la fois des décennies, même de formation de managers, y compris dans la belle école que je représente, qui n'allaient pas forcément vers le lâcher-prise. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Donc, en fait, faire confiance, c'est compliqué. Par exemple, je prends l'exemple très simple, la relation entre Anne et moi. Je pense que si tu m'as demandé d'intervenir, c'est que tu me faisais confiance, donc il fallait être au rendez-vous. Alors qu'elle ne pouvait pas forcément me contrôler, je veux dire, on ne me contrôle pas. Donc là, lorsque vous avez des collaborateurs que vous devez, évidemment, à qui vous devez faire confiance, et cette situation, tu as raison, à mon avis, a été, pour un certain nombre de managers, un vrai traumatisme. Parce qu'ils n'étaient plus en relation au quotidien, visuel, et même à distance. Je ne sais pas si vous voyez. Comment faire pour faire apprendre à des managers que, oui, ils peuvent fonctionner tout seuls. Tu sais, c'est le langage de l'analyse transactionnelle qui dit qu'on peut être adulte, parent et enfant. Moi, je crois que nos entreprises ont été très longtemps dans une relation manager-manager entre, évidemment, le parent et l'enfont. Ouais. Même à haut niveau. Parce que je vois des cadres qui sont perdus quand ils sont des cadres très haut niveau. Moi, je dis que ces cadres ont eu un système de gestion de carrière. Et je l'ai dit au DGRH de Michelin, là, il y a 3 semaines, quand je suis allé à Clermont, parce que eh bien, le système de Michelin était génial, sauf que c'est un système que j'appelle un système de babysitting des managers. Vous voyez ce que je veux dire, babysitting? C'est-à-dire qu'on organise leur carrière. Or, parce que si tu veux, moi, je crois qu'une société ou une entreprise ou une organisation qui donne plus confiance laisse aussi la main, par exemple, sur une partie de la gestion de carrière. Je n'ai pas dit que la gestion de carrière devait être laissée totalement à la main des collaborateurs non plus. Oui. Alors justement, parce que pendant cette crise, le confinement et cette période, on va dire, de crise qui s'installe, on l'a répété à plusieurs reprises pour essayer d'atténuer le titre optimiste de notre colloque. Finalement, on a beaucoup parlé de responsabilité, d'autonomie, et que c'était maintenant des compétences, selon d'ailleurs la définition de Philippe Zarifian. Autonomie, initiative et responsabilité, c'est ça être compétent en fait. Définition limpide et ô combien d'actualité. Est-ce que, justement, ces 3 compétences, si vous acceptez qu'on les nomme compétences, peuvent se mettre en place, se développer dans des organisations où la confiance, finalement, elle n'est absolument pas a priori, mais a posteriori? Je pense que c'est quand même un peu une condition nécessaire. C'est-à-dire que c'est très compliqué, effectivement, d'avoir une vraie autonomie, responsabilisation, s'il n'y a pas en préalable une construction, qui peut être lente, mais une construction d'un minimum de relations de confiance. Ça me paraît être impossible. D'ailleurs, Vinit Nayar, ce qui est très intéressant dans son livre, que j'ai découvert un jour par hasard en juin 2010, il venait de sortir à Harvard Business Press, et je vois un livre, Employees First, Customers Second, en pile. Vous pensez bien que ma réaction, je repartais, je venais de passer 4 jours à Hyderabad, qui est une grosse ville du centre de l'Inde, dans une business school qui est 4 fois la taille d'HEC, qui a été créé en 2000, qui s'appelle ISB, Indian School of Business. Il m'avait demandé d'animer un séminaire de 4 jours avec une entreprise publique dans le secteur de l'électricité. Plus bureaucratique que cette entreprise, je n'avais jamais vu, mais on les a un peu fait bouger. Mais dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est que les 2 mots-clés, si tu regardes le livre, c'est trust, la confiance, et transparence. Vous voyez ce que je veux dire? Il dit, on ne peut pas dire à des collaborateurs qu'ils ont la main pour développer de nouvelles activités, de nouveaux business. Imagine-toi que j'ai fait un cas en 2013-2014 sur cette entreprise. J'ai été passer une dizaine de jours en Inde, interviewer pas mal de gens. Eh bien, l'une des équipes a généré
un business récurrent, donc sur un certain nombre d'années, de plus de 15 millions de dollars. Une équipe de 5 jeunes, dirigée par un vieux de 30 ans. Mais évidemment, ce business était, entre guillemets, en ligne avec ce que faisait l'entreprise. C'était avec cette entreprise que vous connaissez bien, qui est Norton, vous savez, les systèmes d'antivirus, on va dire, pour faire ça. Très bien. Merci. On a un peu de temps pour quelques questions. Si l'un ou l'autre d'entre vous souhaite challenger notre invité dans un climat de confiance, bien sûr, hein, et de bienveillance, puisque ce mot a émergé pendant toute cette période. La bienveillance est devenue l'habit du manager. Non, vous êtes... vous partagez, vous adhérez à... La future présidente peut dire quelque chose. Johan. L'ancien, alors, maintenant. L'ancien. Je passerai la parole à Mathilde après. J'ai beaucoup aimé ton intervention. Tu as mis en avant que le digital, c'est pas la panacée, c'est sans doute pas le monde d'après. Il y a quand même un élément sur lequel, pour moi, les DRH doivent être très vigilants en lien avec les DSI, c'est veiller à l'inclusion numérique. Ah oui, absolument. Parce que je pense que même si le digital, c'est pas la panacée, on voit bien que les outils digitaux se développent, se multiplient. Ça peut partir parfois dans tous les sens, que la crise a mis en avant énormément les outils collaboratifs, et que je pense que très très rapidement, on va se trouver avec une problématique de fracture numérique dans nos collectivités. Mais vraiment très très rapidement. Ouais. Avec des gens qui sont dans le in, dans la out, des gens qui se croyaient ou qui étaient jusqu'à présent dans le in, mais en fait qui vont être complètement dépassés. Et donc je pense qu'il y a un chantier en termes de formation, et là DSI et DRH doivent travailler main dans la main sur vraiment comment lutter contre la fracture numérique. Mais pas simplement avec les vieilles recettes formation classiques sur un poste informatique. Je crois que c'est un vrai chantier, mais à mon avis, on parle en termes de mois, là, parce que je pense que ça peut très vite décrocher sur les outils et les outils digitaux. C'est une question vraiment pertinente. Et c'est vrai que pour celles et ceux qui voudront bien rester avec nous jusqu'à la fin de la journée, Aude Fournier et Jérôme Friteau apporteront des éléments de réponse tangibles, n'est-ce pas, Aude, à ce problème, effectivement, qui a été un des freins, je pense, et la raison pour laquelle vous avez pu perdre des agents pendant la période de confinement. Encore un... Alors, juste un petit commentaire. 100% d'accord. 100% d'accord. Hein, c'est tout comme on a perdu, vous dites qu'il y a des populations qu'on a complètement perdues, sans doute par leur non-maîtrise ou ils n'avaient pas à leur disposition des outils suffisamment performants. Mais véritablement, là, il y a un enjeu. C'est-à-dire, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait essayer de retrouver le collectif dans des situations qui vont être de plus en plus, j'allais dire, éclatées au sens presque physique du terme. Donc il va falloir, l'enjeu des RH va être de continuer à souder ce collectif. C'est le risque. Et d'ailleurs, il y a une tendance en RH depuis une vingtaine d'années, qui est l'individualisation d'un certain nombre de choses. C'est presque la gestion d'une personne. C'est la gestion d'une personne. C'est très bien de s'occuper des besoins et des attentes des individus. Le risque à jouer à ce jeu, trop loin, c'est qu'on perd le collectif. Alors il faut essayer. Vous savez, les RH, j'ai dit souvent, je suis un peu provocateur, ils ont appris du marketing. Et le marketing, c'est grosso modo la segmentation. Le mot-clé en marketing, c'est la segmentation. Donc on ne peut plus offrir les mêmes services RH à tout le monde. Par exemple, comme moi qui suis vraiment l'exemple du baby boomer. Donc, vous avez après la génération X, ensuite Y et Z, etc. Vous avez différentes générations. C'est peut-être la palissade, mais il y a quand même des attentes différentes. Et puis, vous avez des tas de situations différentes. Donc, c'est vrai que ça va être compliqué d'offrir des services RH qui vont être un peu plus, je dirais, adaptés, mais tout en gardant le collectif. Donc l'histoire de la fracture numérique, pour moi, j'aurais dû le dire. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça un peu que je crois que j'avais pensé à mettre le digital et pas la panacée, parce que je crois qu'il faut aussi ne pas perdre ces personnes. Peut-être il y avait... Mathilde, oui, une réaction aussi. Vous avez mentionné l'importance, c'est aussi en écho avec... les propos là sur la data, la donnée, et ça je pense que nous au sein de l'association on a vraiment encore
des axes de réflexion à avoir, et ça sera important dans les prochaines semaines, mois, qu'on puisse creuser. Et puis une réflexion plus personnelle que je partage, l'importance aussi de personnes comme vous, de la recherche, qui puissent aussi, au travers des années, nous guider dans notre réflexion. Moi, à titre personnel, pendant la crise, j'ai ressorti un des ouvrages que vous aviez écrit il y a un petit moment maintenant sur les équipes à distance, mobiles, etc. C'est l'entreprise mobile en 2008. C'est ça. Et on voit bien en fait que toute votre réflexion, vos actions nous nourrissent, et il faut qu'on s'appuie vraiment sur tout ça. Alors, je parlais de celui-là, mais comme d'autres, et je suis très contente qu'on puisse aborder ces thématiques avec vous. Et on va voir, je pense d'ailleurs, que dans nos séquences à venir, il y a des échos qui vont être faits. Non, l'entreprise mobile, c'est le résultat de la chaire, là, justement. Et j'ai essayé de faire de la chaire sur la mobilité que j'ai eue entre 2002 et 2008. Ce que j'ai simplement dit dans cet ouvrage, j'ai dit toutes les bonnes nouvelles du nomadisme, des outils nomades. On ne parlait pas encore de révolution digitale en 2008, je vous signale. Le mot révolution digitale est arrivé à la fin des années 2000. Et bien, ce que j'ai simplement dit, c'est qu'on ne pouvait pas imaginer une transformation techno sans penser au système social. Et vous savez, quand Raman Ansou, le directeur général d'HEC, m'avait proposé cette chaire en 2002, moi je lui ai dit je veux bien, mais à condition que je me fonde sur une école d'organisation qui était un peu sur mon schéma là-haut, qui est l'école qu'on appelle sociotechnique, dans les années 50. C'est très intéressant, ce sont des Anglais qui ont lancé tout ce mouvement de la compréhension d'un système technique en lien avec le système social. Et vous savez, comme résultat, c'est pour ça que certains vendeurs de l'entreprise libérée, je ne nommerai pas le nom de mon collègue, vous l'avez vu tout à l'heure, que je trouve un peu excessif, je lui ai dit un jour, mais tu sais ce que tu racontes, on l'avait déjà dans les groupes semi-autonomes de Volvo à Kalmar en Suède en 1976.